Donc bonsoir à tout le monde et merci d'être présent pour ce nouveau webinaire proposé par la LTE, donc l'Agence locale de la transition énergétique du Rhône, et par l'ALEC, donc l'Agence locale de l'énergie et du climat de la métropole de Lyon. Donc ces webinaires vous sont proposés depuis le Covid où tous les événements présentiels avaient dû être reportés et du coup on a conservé ce format qui permet à chacun de suivre un sujet qu'on va approfondir pendant à peu près une heure. Là, cette année, c'est le sixième et dernier webinaire. On recommencera l'année prochaine sur une nouvelle série. Donc, les consignes du soir, les micros et les caméras des participants sont coupés pour plus de fluidité. Si vous avez des questions, elles sont à poser sur le chat. Donc, vous avez un onglet avec marqué, alors pour moi, c'est marqué discussion. Euh, Quand on descend en bas de la fenêtre Zoom, et ce webinaire, il est enregistré. Il sera disponible en replay dans les prochains jours, comme les éditions précédentes, à la fois sur la chaîne YouTube de l'ALEC et sur la chaîne YouTube de la LTE. Donc, deux intervenants ce soir, Thierry pour la LTE et moi-même, Sylvain pour l'ALEC. Donc, on est en tout cas content de vous proposer cette nouvelle édition. Je te laisse passer la diapo suivante. Donc, on va rapidement faire un rappel des enjeux de la transition énergétique. On va mettre un petit peu le webinaire dans son contexte, présenter le service conseil et accompagnement auquel vous pourrez faire appel après ce webinaire pour vos projets respectifs. On vous présentera le contexte du chauffage au bois. On aura une première session de questions-réponses. On rentrera ensuite un peu plus dans le détail des systèmes de production de chauffage au bois, sur les aides financières qui peuvent être mobilisables pour s'équiper. Et puis on prendra une deuxième session de questions-réponses. Donc concernant la transition énergétique, quelques rappels. Donc, il y a une véritable urgence de la transition énergétique. La COP 21 avait mis comme objectif de limiter le réchauffement climatique à plus 1,5 degré à la fin du siècle par rapport à l'ère pré-industrielle. Il semble qu'on soit déjà au-delà en 2023 de cet objectif. En plus, on est dans l'actualité avec la nouvelle COP qui démarre à Dubaï en ce moment. Pour la France, le but est de diviser nos émissions de gaz à effet de serre par 6, de viser la neutralité carbone à l'horizon 2050 et de viser les 2 tonnes par habitant d'équivalent CO2 en 2050, alors qu'aujourd'hui, on est à plus près de 9-10. Donc, de quoi est fait notre empreinte carbone? Elle se découpe en 4 blocs, on va dire. Un bloc alimentation pour 2,6 tonnes, un bloc transport quasi équivalent pour 2,5 tonnes, un bloc logement, donc 2,2 tonnes, et nous, ça va être particulièrement sur ce bloc-là, on va dire que notre action va se porter. Et puis, il y a un bloc service public divers, etc., etc. Donc, concernant le service conseil et accompagnement, on va en gros vous expliquer un petit peu comment on fonctionne. C'est relativement simple. On a sensiblement les mêmes vocations. L'ALEC fait le conseil sur le territoire de la métropole, donc 59 communes, 1 400 000 habitants. Nos locaux sont à Archarpennes. La LTE s'occupe du reste du Rhône, avec plusieurs permanences sur les communautés de communes et avec un siège dans la gare des Brotteaux. On fait partie d'un réseau qui s'appelle aujourd'hui le réseau France Rénov, après avoir pris plusieurs noms. Donc vous avez peut-être connu le réseau des espaces info énergie qui a été mis en place en 2000-2001. Ensuite, on a eu le réseau FER en 2015 et aujourd'hui, il y a plusieurs centaines de structures en France et c'est le seul réseau qui fait du conseil gratuit, indépendant et neutre. Il y en avait partout dans tous les départements français et donc ce réseau s'appelle France Rénov. Qu'est-ce que vous allez pouvoir trouver dans nos structures? Bon, déjà, vous allez pouvoir trouver un grand nombre de conseillers énergie-climat qui vont être là pour vous répondre, qui vont vous proposer donc du conseil gratuit, indépendant des fournisseurs d'énergie et de matériaux, sans intérêt commercial. Et on va vous accompagner à la fois sur le volet technique, donc sur les travaux d'économie d'énergie, sur les énergies renouvelables, sur le volet financier, donc notamment combien peuvent coûter les travaux, quelle partie peut être prise en charge par des aides financières,
Et sur le volet environnemental, évidemment, selon les solutions choisies, il y aura des impacts différents et donc on essaiera de vous accompagner vers les solutions les plus vertueuses. Au niveau de nos financements, donc vous allez retrouver ici un certain nombre de collectivités locales qui financent nos structures, avec évidemment pas mal de financeurs pour les collègues de l'ALTE, puisque vous reposez, si je n'abuse, c'est 11 Comcom sur votre territoire. 12 communautés de communes. 12. Hmm. Okay. Donc voilà, on va aussi essayer dans la mesure du possible de vous entraîner vers de la rénovation globale et performante plutôt que de la rénovation coup par coup. Ça sera beaucoup plus performant et à la fois, bah, ça permettra d'augmenter la valeur de votre logement, d'améliorer votre confort, de réduire vos factures d'énergie. Et en ces périodes, c'est quand même quelque chose de particulièrement intéressant et d'avoir un chauffage plus performant et plus économe. Et donc, on y vient. Est-ce que le chauffage au bois est performant? Donc, après cette mise en bouche, on va dire, du contexte dans lequel ben, vous informez, le bois, que peut-il apporter justement à notre bien-être et à notre confort? Alors, on est considéré comme une énergie renouvelable. Bah, c'est pas par hasard, hein, c'est parce que le bois fait partie du cycle naturel et bien évidemment, il se reconstitue. La question, c'est comment il se renouvelle. Effectivement, aujourd'hui, on peut s'interroger sur cette capacité de renouvellement avec le changement climatique. Donc, il est renouvelable avec certaines limites. Et vous en êtes bien conscient avec l'actualité que cette source renouvelable aura des difficultés à se renouveler rapidement dans les années à venir. Et donc, c'est pas parce qu'elle est renouvelable qu'il ne faut pas faire des économies d'énergie et limiter nos besoins, on y reviendra. Mais elle a cette particularité d'être renouvelable, ça c'est évident. Bilan carbone neutre, oui, il faut le comprendre que lorsque l'on brûle du bois, on émet du carbone, mais ce même carbone va servir à la croissance des arbres. Donc, si il n'y a pas une destruction des forêts, mais une reconstitution des forêts, on est dans un équilibre. Si par exemple, mais si la végétation effectivement disparaît, à ce moment-là, le carbone s'accumulera dans l'atmosphère. Émissions polluantes, donc ça, on va le découvrir. Le bois peut être très polluant, sauf si on maîtrise ses combustions et si on a des appareils performants. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a également des aides qui vous incitent à changer votre vieux matériel pour avoir des appareils indépendants beaucoup plus performants que les vieux poêles ou les cheminées ouvertes qui deviennent interdites dans certains secteurs. Donc, le bois représente aujourd'hui 35% des énergies renouvelables en France. Il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui se chauffent déjà au bois euh, avec différents appareils. Comme je vous disais que c'était une énergie renouvelable, vous voyez aujourd'hui l'évolution de la surface forestière en France. Parce que bah, depuis les années 1900, on a abandonné l'usage du bois au profit des énergies fossiles. Et aujourd'hui, on remet en question l'usage de ces énergies fossiles. Vous savez pourquoi? Le changement climatique. Donc, la forêt a été abandonnée et on retrouve aujourd'hui les usages de la forêt aussi bien pour le bois construction que pour le bois de chauffage. Alors, pour le contexte, hein, puisqu'on vous a dit qu'on allait vous présenter aussi le contexte, 7 millions de foyers aujourd'hui se chauffent au bois, donc c'est une véritable énergie avec des appareils de chauffage individuels. Et le bois de chauffage qui est utilisé par les ménages provient, donc là vous avez les pourcentages hein, de l'exploitation de la forêt, mais il y a également l'entretien des vergers, des haies et de la récupération. La majorité, ce sont des arbres abattus. Alors, est apparu d'autres formats que la bûche. Traditionnellement, c'est la bûche que l'on connaît. Son taux d'humidité, on y reviendra, il est important qu'il soit inférieur à 23%, ça veut dire un bon séchage, aller le plus possible vers 20%. Le granulé, c'est un nouveau combustible qui est apparu sur le marché il y a une vingtaine d'années.
Là, vous voyez que c'est un granulé, c'est un combustible qui est fabriqué à partir de sueur, et son taux d'humidité est très faible, 10%, c'est de la matière sèche, quasiment. Et puis, il y a la plaquette. La plaquette, c'est tout simplement du bois, des branchages qui sont valorisés sous forme de plaquettes, donc broyés, et qui peuvent être également utilisés dans des chaudières, alors que le granulé a la particularité d'être utilisable en appareil indépendant, c'est-à-dire des poêles, et à la fois dans des chaudières. La bûche peut aussi être utilisée dans des chaudières. Vous avez au-dessous les différentes labels de qualité, puisque ces produits sont suivis et ont des marques de qualité, des labels de qualité. Alors, je vous l'ai dit, l'important pour qu'on ait une combustion efficace, avec un rendement, on parle de rendement de l'appareil, il faut que le combustible soit le plus sec possible, sinon il va falloir brûler de l'énergie pour évacuer cette humidité. Donc, vous avez là, au-dessous, un bois qui n'est pas sec, avec une humidité à 55%, eh bien, son pouvoir calorifique est de 1898 kWh par tonne uniquement, alors que, vous voyez, il double lorsque on a réduit son taux d'humidité. Alors, vous avez des petits appareils comme ça, humidimètres, qui permettent de vérifier l'humidité du bois bûche. Le granulé, c'est pas utile, c'est un produit qui est standardisé et qui est fabriqué d'une façon industrielle. Lorsque l'on fait son bois ou que l'on achète son bois bûche, mais ça va être la même chose pour le granulé, il faut le stocker dans un milieu qui n'est pas humide, si on veut qu'il puisse justement sécher. Alors, le granulé est déjà sec, mais qui ne reprenne pas de l'humidité. Pour le bois bûche, il faut qu'il soit abrité et qu'il soit surtout ventilé. C'est la ventilation qui va permettre d'extraire l'humidité qu'il contient. Et il faut en général 2 ans pour obtenir un bois. Au-delà, il ne va pas sécher davantage, hein. On aura les 20% d'humidité. On conservera toujours 20% d'humidité, mais il faut qu'il soit bien ventilé et fendu le plus possible, hein. Plus il est fendu, plus il va émettre l'humidité qu'il contient, évacuer l'humidité qu'il contient. Vous avez eu des inquiétudes sur la fourniture de granulés l'année dernière. Elle s'explique par plusieurs raisons. Ben, effectivement, une tension sur le marché liée à l'attrait pour le granulé, parce qu'il y avait des financements, des aides pour acheter des appareils indépendants granulés. Il y a eu donc le report sur le granulé à cause de la hausse du gaz, et puis des tentations à spéculer, on va dire, sur le granulé, donc du coup à faire des stocks qui ont créé une pénurie sur le marché, et donc le prix a augmenté. Donc plusieurs choses, des unités étaient de toute façon en cours de production, mais en cours de fabrication, hein, des unités de production qui avaient bien prévu que la demande allait augmenter, mais pas forcément un report aussi rapide, et puis surtout un effet de stockage. Voilà. Donc aujourd'hui, les prix se rétablissent. Le report s'est également fait sur la vente de bois bûche, avec plus de 31% de vente sur la région Auvergne-Rhône-Alpes en 2022. Là, vous avez des courbes qui vous montrent sur plusieurs années la tendance à l'augmentation du prix de l'énergie. Euh, c'est constant pour toutes les énergies, d'avoir un prix qui augmente autour de 3% par an, entre 2 et 3% par an. Voilà. Vous avez les moyennes à côté. Donc, sachez que le prix de toutes les énergies continuera d'augmenter, quelles qu'elles soient. C'est pour ça que l'important est de faire des économies d'énergie et d'isoler son logement pour en avoir le moins besoin possible de ces énergies.
Mais il y aura des reports qui se referont et qui créeront des effets d'augmentation. Sur le bois particulièrement, vous avez sur les 3 dernières années, là, le prix constaté par l'ADEME. Et donc, vous voyez que le bois bûche, donc précisé en 33 centimètres, à 4 centimes le kilowattheure, donc en 2021-2023. Vous avez le granulé qui est un petit peu plus cher, hein, à 6 centimes le kilowattheure. Et en comparaison avec le gaz et le fioul, vous avez en 2021, euh, bon, assez proche, et vous avez les augmentations après en 2023. Le bois bûche reste de toute façon compétitif, hein, mais avec les inconvénients de la manutention du bois bûche, qui ne peut pas être automatisé comme c'est le cas du granulé ou de la plaquette. Le contexte de la pollution du bois. Alors, 25% des poêles à bois, inserts et chaudières des ménages sont de vieux appareils. Donc, plus, alors il reste encore des cheminées ouvertes. Celles-ci sont effectivement fortement polluantes. Les émissions de particules fines en France dues au bois, vous voyez que donc les particules, on les caractérise par PM 2,5. Il y a d'autres particules plus fines, mais celles qui sont caractérisées du bois, c'est PM 2,5. 98% de ces particules, des 64% du chauffage au bois, proviennent des maisons individuelles, des résidences individuelles. D'où l'intérêt qu'on porte justement sur ce webinaire pour modifier ou si vous changez de chauffage, d'avoir des appareils performants. Les 2% restants sur les secteurs collectifs, tertiaires et industriels, qui sont souvent là des chaudières collectives et donc beaucoup plus performantes et peu émettrices de particules fines. Et donc l'autre partie en bleu, c'est les particules fines, donc un petit peu moins de la moitié. Ce sont les transports, bien évidemment, l'agriculture, les industries et le brûlage à l'air libre des déchets verts, donc qui est quasiment interdit, hein. Vous savez que vous pouvez avoir une amende de 480 € d'amende si vous brûlez vos déchets verts au lieu de les apporter en déchetterie qui, normalement, eux, les valorisent ensuite en compost. Des obligations par rapport à la réglementation bois. Donc, sur les factures, les vendeurs devront afficher les caractéristiques du bois que vous achetez, son taux d'humidité et indiquer s'il est prêt à l'emploi ou s'il doit être séché et son temps de séchage. Donc ça, c'est à peu près approximatif, hein. Quand je vous ai dit, il faut 2 ans pour sécher du bois bûche sous abri fendu, si on veut avoir la certitude il soit bien sec. Sur la métropole de Lyon, depuis avril 2003, les foyers ouverts sont interdits. Donc, il s'agit des cheminées classiques, hein, anciennes. D'où l'intérêt. De toute façon, il n'y a aucun intérêt d'utiliser ce type d'appareil puisque vous perdez toute l'énergie, hein. 10% de rendement, c'est 90% de perdu. Donc, 90% de votre argent part en fumée sans être transformé en chaleur et vous polluez la métropole. Des obligations aussi pour les entreprises qui commercialisent des lots de bois de moins de 2 mètres cubes. Ils doivent vous vendre un bois qui est prêt à l'emploi, c'est-à-dire déjà séché. Voilà pour cette première partie. Est-ce que mon collègue Sylvain a recueilli des questions? Alors, on a deux questions et j'encourage les gens à aller sur l'onglet du coup Q&R, questions et réponses, pour poser
poser vos questions. Donc, une question sur sur la pollution du chauffage au bois et notamment la pollution aux microparticules. Quelqu'un qui a entendu dans une émission que même les plus récents appareils seraient producteurs de grandes quantités de particules qui engendreraient une bonne part de la pollution hivernale, et notamment quand ils fonctionnent au ralenti. Donc, il nous demandait si on avait des données chiffrées sur la question. Alors, les données chiffrées, c'est difficile de les avoir puisqu'on est sur des maisons individuelles, donc on ne va pas enquêter chez tout le monde sur comment ils utilisent leur appareil. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les appareils, ce qu'on appelle appareils indépendants de chauffage au bois, qui vous sont vendus aujourd'hui, sont vendus pour être utilisés avec une règle d'emploi dans les meilleures conditions. Après, on n'est pas derrière le fonctionnement des utilisateurs. Donc, on y reviendra dans dans la deuxième partie sur le processus de combustion du bois bûche. Effectivement, il faut considérer que le bois bûche et le bois en général est une source de pollution considérable lorsqu'on y met le feu, parce qu'il contient un ensemble de gaz, de particules. Ce n'est pas que du métal, méthane. Hein, le gaz méthane, quand vous achetez du gaz, c'est du méthane, c'est du CH4. C'est constitué de plusieurs combustibles. Et donc, ça fait un petit peu un mélange, tout ça, qui va brûler à des chaleurs différentes. Et donc, si on n'obtient pas les bonnes chaleurs, eh bien, ces différents gaz vont partir avec ces particules sans être brûlés. Donc, dans l'usage de votre poêle, il est important pour le faire brûler, d'apporter, on y verra, je réinsisterai tout à l'heure, d'apporter de l'oxygène, parce que le bois se transforme en chaleur que s'il a de l'oxygène. Sinon, il se consume et à ce moment-là, il va venir encrasser vos cheminées et également émettre des particules et différents gaz polluants qui ne seront pas transformés en chaleur. Et si on multiplie effectivement ces usages, on va dire, inconsidérés, hein, qui n'est pas bénéfique pour votre besoin de chaleur et qui n'est pas bénéfique pour l'environnement, eh bien, si ça se multiplie, ça peut créer effectivement des pollutions importantes. Il faut savoir qu'au XIXe siècle, lorsqu'on utilisait beaucoup le bois, eh bien, vous avez entendu parler du fog sur Londres. Eh bien, c'était dû effectivement à la mauvaise combustion des différents de l'industrie. Ils ont élevé les cheminées pour pouvoir évacuer ces combustions imparfaites. On appelle ça de combustion imparfaite. Il faut dire aussi qu'avec les systèmes aujourd'hui notamment de double combustion, enfin voilà, en rebrûlant les gaz de combustion, on arrive quand même aussi à bien améliorer, à bien faire baisser les émissions. En tout cas, on a d'autres questions qui sont là. Donc, on nous dit 2 ans de séchage pour les feuillus, d'accord. Mais il a entendu qu'il fallait au minimum 3 pour les résineux. Est-ce qu'on confirme? Alors, c'était plutôt l'inverse, nous, qu'on entendait. C'était plutôt, dans les bruits qui circulaient, c'était plutôt qu'il fallait moins de temps pour les résineux que pour les feuillus. Après, il peut y Oui, avoir d'autres inconvénients de brûler du résineux. oui, le résineux n'est pas conseillé hein, dans les. C'est pas un bois qui est conseillé d'être brûlé puisque il va apporter, il est plus collant. Hein, et donc, qu'il y ait 3 ans ou 2 ans. De toute façon, là, ce qu'il faut comprendre dans le séchage, c'est que c'est la première année où ça va perdre le plus d'humidité. Et la deuxième année, on est en train d'évacuer l'humidité résiduelle. Mais si on continue 3 ans, 4 ans, on va continuer à éliminer le résiduel. La difficulté, c'est que ce résiduel, c'est sur les 20% restants, 25% à 20% restants. Et il suffit que le temps extérieur soit humide pour que le bois réabsorbe de l'humidité. Donc, plus il restera à l'abri à l'abri de l'humidité et à l'abri de la pluie, plus il va se stabiliser vers les 20%. Donc, le résineux, c'est un petit peu la même chose. Si vous allez vers 3 ans, bah, il sera un petit peu plus sec, mais ça sera pareil pour le feuillu.
C'est-à-dire encore dépannage, bon, pourquoi pas, mais voilà, c'est un bois qui va libérer rapidement son pouvoir calorifique, mais qui va moins tenir sur la durée. C'est aussi peut-être un peu moins intéressant. Sur une autre question, donc sur l'interdiction des foyers ouverts dans la métropole, je peux éventuellement répondre, est-ce que c'est uniquement sur les nouvelles constructions ou également sur les foyers ouverts existants? Les deux. Donc clairement, si vous êtes déjà équipé, vous n'avez plus le droit d'utiliser votre foyer ouvert. Alors, autre question, à partir de quelle année peut-on considérer que les inserts sont performants? Alors, ça, c'est dans votre. C'est Alors là, compliqué parce qu'il y a un marché indépendant sur votre facture. Normalement, il y a eu des flammes vertes qui ont commencé. On y viendra tout à l'heure aussi sur la qualité des appareils. Aujourd'hui, on est à la flamme verte 7 étoiles. Il y a eu plusieurs étoiles, 1, 2, 3, 4. On est à la flamme verte 7 étoiles. Donc, aujourd'hui, on considère que c'est la septième étoile qui est la plus performante. Tous les autres appareils le sont un peu moins. Donc, s'il n'y a aucune étoile, ben, ce n'est pas un appareil performant. Après, on peut corriger en fonction de l'usage, on y viendra tout à l'heure, mais il est bien évident que les appareils se sont améliorés sur leur fonctionnalité, quoi. alors, ce qu'on peut dire aussi, en tout cas pour ce qui est de l'aide de la métropole, que j'aurai l'occasion de développer un petit peu plus tard, mais l'aide de la métropole, elle est versée pour les remplacements des foyers ouverts et des foyers fermés avant 2002. Donc ça donne un peu une idée. On va dire que des foyers ouverts, des foyers fermés, pardon, qui ont plus de 20 ans, ne sont pas très performants. Et je vous présenterai bah, du coup ce que j'avais chez moi et par quoi je l'ai remplacé. Parce que j'avais effectivement un foyer fermé qui datait de plus de 20 ans et le rendement étant vraiment pas terrible, du coup c'était intéressant de changer. Donc alors il faut savoir donc que c'est flamme verte ou équivalent. Il peut y avoir d'autres labels qui peuvent permettre de rentrer dans les clous. Et en fait aujourd'hui le 7 étoiles est devenu la norme et en fait bientôt on parlera plus que de flamme verte. Parce qu'en fait flamme verte voudra dire équivalent flamme verte 7 étoiles. Alors, est-ce que tu connais l'évolution du prix du bois en plaquettes? Il n'était pas dans le tableau? Bah, tu Non, peux tu peux peut-être revenir un petit peu en arrière. Je ne sais pas s'il y avait la courbe pour la plaquette. il faut savoir que c'est assez. Voilà. La plaquette, elle est tout en bois, c'est le bois, tout en bas, pardon, c'est le bois déchiqueté. Quoi qu'il en soit, je vous disais que toutes les énergies augmentaient entre 2 et 3% par an, quoi qu'il se passe. Alors après, en fonction des crises internationales, il peut y avoir effectivement des bons, mais vous voyez que la plaquette, voilà, c'est du 3% par an, son Bon, ce qu'on augmentation. peut dire aussi concernant la plaquette, c'est que c'est pas vraiment adapté à l'habitat individuel ou alors sur des grosses maisons, peut-être un peu plus à la campagne. Mais c'est vrai que sur de la maison de ville de 100 mètres carrés, on va dire, En la effet, plaquette est quand c'est même plus pour les plus grosses adaptée. chaudières. Mm. Voilà, on est sur un combustible qui est généralement un petit peu plus humide et qui va être plus adapté. On va beaucoup trouver par exemple de la plaquette sur des réseaux de chaleur. Et dans les chiffres que Thierry vous donnait tout à l'heure sur le nombre de particuliers chauffés au bois avec des systèmes individuels, ça ne prenait pas en compte le nombre important de particuliers chauffés au bois par des chaufferies collectives. Et notamment sur la métropole de Lyon, on a quelques grosses chaufferies sur Vénissieux, sur la Duchère, sur Vaux-en-Velin, la chaufferie de Surville dans le 8e, qui chauffe des dizaines de milliers de logements. Et c'est aussi une autre façon d'être chauffé au bois. Alors, autre question. Quelle est la part d'importation dans le tonnage des granulés brûlés en France? Ah, la majorité des granulés sont produits en France. Après, c'est vrai que sur le tonnage, j'ai pas les chiffres. Si ça vous intéresse vraiment, on pourrait les chercher. Il y a eu un rapport qui a été fait par Fibois sur la production de bois énergie sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. La majorité du bois provient localement parce qu'il n'y a pas d'intérêt de faire transporter du bois. Après, il peut y avoir effectivement des importations en fonction des manques, etc. Mais c'est le bois local, on va dire, qui est valorisé local à l'échelle régionale majoritairement. Alors, on avait un pourcentage de l'ordre d'à peu près 15% de nos granulés qui étaient importés avant le conflit en Ukraine.
qui étaient importés de Russie, Biélorussie et Ukraine. Et effectivement, avec le conflit, il a fallu se passer de ces granulés-là. Il faut savoir aussi que dans les raisons qui ont fait monter le prix du granulé, outre le fait que le prix du gaz augmentait, donc quand on séchait au gaz, ça coûtait plus cher de fabriquer les sacs plastiques, les palettes, tous les produits qui rentrent dans la fabrication du granulé qui servent à l'emballer. Mais on a aussi du coup les Italiens qui historiquement avaient l'habitude d'acheter du granulé plus cher chez eux et qui du coup sont aussi venus acheter du granulé en France et du coup voilà ça a aussi contribué à faire monter les prix. Mais en fait ça nous a permis aussi au niveau national d'accélérer on va dire l'augmentation des capacités de production. Et effectivement dans les prochaines années on a déjà réussi après un pic important de montée des prix à faire redescendre les prix et dans les années qui arrivent, on devrait de toute façon avoir l'essentiel de la production qui sera assurée en France. On a un potentiel de bois très important en France, donc la majorité des granulés proviendront du territoire. Question suivante. Alors, une question, si c'est pas trop hors sujet, quelqu'un qui aimerait savoir si on obtient un meilleur DPE avec un chauffage au bois ou avec une PAC, pompe à chaleur. Alors là, votre DPE existant, il dépend d'abord de l'enveloppe du bâtiment. Vous avez donc une pompe à chaleur qui fonctionne et qui doit avoir un COP, un bon COP de coefficient de performance, qu'on appelle, qui doit être supérieur à 3 si les conditions de son fonctionnement le permettent. Euh, donc, un poêle, si les conditions sont optimum pour utiliser la pompe à chaleur, il n'y a pas de raison de rajouter un poêle à bois. Le poêle à bois, il va avoir une pertinence si effectivement votre pompe à chaleur ne peut pas donner l'énergie que vous souhaitez. Ça veut dire qu'il y a trop de déperdition dans votre logement. Vous ne pouvez pas fonctionner en basse température comme c'est ce qui est très conseillé pour l'usage d'une pompe à chaleur. Et à ce moment-là, il va falloir donner un petit peu plus de puissance à votre besoin de confort et le poêle à granulés pourra y répondre. Et donc, dans ce cas-là, ça risque effectivement de dégrader votre note, mais d'une façon limitée, puisque c'est considéré comme une énergie renouvelable. Alors, je te propose maintenant de faire on va essayer de faire des réponses rapides parce qu'il y a pas mal de questions, mais en même temps, c'était le but du jeu. Alors, comment est-ce qu'on sait si notre appareil produit mal le rejet de particules? Enfin, en gros, si notre appareil émet beaucoup de particules, ben, en gros, d'abord, il y a des appareils de mesure. Je sais que nous, à l'ALEC, on a développé une nouvelle offre de balade qualité de l'air et on a justement des appareils qui nous servent à mesurer les particules fines. Donc, on mesure les PM, PM1, 2, 5 et 10, donc différentes tailles différents diamètres de particules. Et ça peut permettre justement de mesurer. Et puis après, d'une manière générale, de toute façon, un appareil va produire beaucoup de particules quand il est mal réglé, quand il fonctionne mal ou pas à sa puissance nominale. Et du coup, on va le voir sur l'encrassement de la cheminée, des vitres. Donc, ça peut être un moyen de voir. Quelqu'un qui nous demande de préciser la double combustion, ce que ça veut dire. Donc, on est bien d'accord, on rebrûle les gaz de combustion, ce qui permet d'améliorer. Voilà. Quand vous avez le bois, on va y revenir tout à l'heure aussi sur les différentes étapes de la combustion du bois. Il faut savoir que c'est un combustible solide et que le gaz, lui, est un combustible gazeux, comme son nom l'indique. Le pétrole, le fuel, est un combustible liquide. Il est beaucoup plus facile de maîtriser ces combustibles fluides, puisqu'on va maîtriser leur apport et leur teneur en combustion, en comburant. Et par contre, le bois, lui, c'est un combustible solide. Et sa difficulté, c'est justement de le maîtriser quand vous mettez une bûche. Et quand vous voyez la flamme se libérer, c'est des gaz qui s'échappent. C'est des gaz que contiennent le bois. Et malheureusement, ben, il n'y a pas forcément la température nécessaire pour brûler l'ensemble des gaz qui s'échappent. Donc la double combustion, c'est d'apporter de l'oxygène en partie supérieure
avec la chaleur nécessaire pour que ces gaz s'enflamment à nouveau et ne partent pas en fumée, en gaz en quelque sorte, non brûlés. On appelle ça les imbrûlés. Donc c'est en fonction des appareils, ça peut être une deuxième chambre de combustion avec une entrée secondaire. Après, il y a des ingéniosités un petit peu diverses, les poêles turbo par exemple aussi, qui sont la flamme inversée, qui permet de brûler également les gaz secondaires. Voilà. Alors moi, ce que je te propose, comme il y a beaucoup de questions, j'en sélectionne une dernière avec une réponse très rapide. On passe à la deuxième partie et puis du coup, si on a du temps, on pourra revenir sur les questions auxquelles on Ouais. n'a pas répondu. Donc il y a une question assez simple. Est-ce que des granulés de bois peuvent être utilisés dans un insert? Oui, ça existe. Il y a des inserts qui fonctionnent au granulé. Voilà. Allez, je te laisse enchaîner sur la suite et puis Oui, on verra il y a tout à des l'heure pôles, sur. il y a des pôles hybrides. Alors, les systèmes de production. Donc, il y a maintenant, après le contexte du bois, la production de chaleur à partir du bois de façon le plus performante possible. Donc, il y a des appareils pour ça, hein, parce qu'on peut brûler du bois sur un feu. On fait un feu comme font les Indiens. On brûle du bois. Mais la performance est quasiment proche de zéro, hein. C'est-à-dire qu'on se chauffe parce qu'on met ses mains à côté et tout part en fumée. C'est moins de 10% de rendement, un feu, un feu extérieur. Donc, on va brûler du bois dans un appareil, dans un foyer. Donc, vous avez classiquement le poêle à bûche qui, voilà. Alors, le charme de la flamme, l'indépendance électrique, puisque s'il y a une panne de courant, il fonctionne toujours, et vous pouvez utiliser un combustible local, ramasser du bois, le faire sécher, et ça fonctionne. L'autre appareil indépendant, le poêle à granulés, là, il faut que vous achetiez le combustible. Par contre, vous avez le confort de l'autonomie, c'est-à-dire il est automatisé. Il peut avoir un thermostat d'ambiance. L'allumage peut être automatique, se fait à distance ou programmé à l'avance. Le rendement, donc vous voyez en bas les rendements, on arrive à 95% de rendement, tout simplement parce qu'on est aussi proche de la performance d'une chaudière gaz, puisqu'on a fluidifié le combustible sous forme de granulés, ce qu'on ne fait pas avec une bûche. Ce n'est pas possible. Une fois que vous avez mis la bûche, vous ne pouvez plus la retirer. Et ensuite, le poêle de masse qui a un fonctionnement très différent, c'est-à-dire qu'il ne fonctionne pas au fil du besoin, comme on pourrait faire avec le granulé. Vous avez froid, vous remettez la vis qui apporte le granulé va s'accélérer, et puis il fait plus chaud, ben, on arrête d'apporter du combustible, comme pourrait faire une chaudière gaz et une chaudière fuel. Le poêle de masse fonctionne d'une façon différente. On met une charge de bois bûche très importante dans le foyer. Ça chauffe à très haute température en 2 heures. Et ensuite, le feu, la combustion s'arrête. Et le poêle va émettre sur les 24 heures suivantes, d'une façon lente, la chaleur qu'il a emmagasinée. Là, vous avez une autonomie importante, vous avez un confort en inertie, mais vous n'avez aucun réglage possible. Le rendement, en fonction de la combustion et du bois, peut atteindre 80%. Et puis après, vous avez le radiateur adossé à un appareil indépendant. Dans ce cas-là, ça veut dire qu'on va chauffer de l'eau avec l'appareil indépendant, qui peut être bûche ou granulé, et qui vous fournit un chauffage central comme le ferait n'importe quelle chaudière. Par contre, il faut alimenter régulièrement l'appareil indépendant au bois. Ensuite, vous avez donc ce qu'on appelle le chauffage central, c'est-à-dire vous remplacez votre chaudière gaz ou votre chaudière fuel par une chaudière dans le local que vous aviez, le local, la chaufferie, on appelle ça une chaufferie, et vous installez la chaudière en question qui va être alimentée par des bûches. Donc, il faut avoir un espace pour stocker. Vous aviez une citerne à gaz ou une citerne à fioul. Quand vous êtes sur le réseau, c'est encore plus pratique puisque vous n'avez pas besoin de citerne pour stocker le méthane. Là, il va falloir stocker votre bois.
et alimenter la chaudière au moins une fois par jour pour qu'elle puisse ensuite stocker cette chaleur dans un ballon tampon qu'on appelle, qui va être de 1000 litres en général et qui distribuera l'eau chaude au radiateur. Vous retrouvez après la chaudière à granulés qui va fonctionner comme le poêle à granulés. Par contre, le silo est beaucoup plus important. Dans un poêle, c'est une petite réserve derrière le poêle. Là, vous avez une grosse réserve qui est connectée à la chaudière via une vis sans fin ou via un aspirateur et qui va alimenter la chaudière en fonction du besoin, comme le ferait le gaz ou le fioul. Et puis, vous avez la chaudière à bois déchiqueté qui fait exactement la même chose, mais qui nécessite, vous voyez, on ne peut pas aspirer le bois déchiqueté, on peut le faire pour le granulé. Là, il faut vraiment que la chaudière soit très proche de la réserve de bois déchiqueté. Bon, les rendements sont à peu près équivalents, 80, 80, 85, 75. La bûche, on y reviendra, la difficulté de la bûche, je vous l'ai dit, c'est le fait de fluidifier ce combustible qui n'est pas possible. Donc, on met la quantité de combustible d'un seul coup, on brûle tout. Et c'est pour ça que le ballon tampon va nous permettre de redistribuer cette chaleur de façon progressive. L'efficacité d'un système de chauffage. Il faut comprendre que vous avez un besoin de chauffage qui va dépendre de la qualité d'isolation de votre logement. Donc, si le logement est très bien isolé, votre besoin est quasiment faible, c'est-à-dire il est quasiment inexistant, je veux dire. Et c'est pour ça qu'on parle de maison sans chauffage, parce que une maison très bien isolée, voire dite passive, le simple rayonnement solaire, le simple fait d'habiter la maison, eh bien, on produit une chaleur. Après, il faut apporter un petit complément et les appareils de chauffage aujourd'hui sont surdimensionnés, donc on vient sur des petites pompes à chaleur, des choses comme ça. Si votre besoin de chauffage est plus important, eh bien, du coup, on va se tourner vers des appareils de chauffage et une distribution de chauffage. Donc, c'est la production de chaleur. La production de chaleur, c'est votre poêle ou votre chaudière. Et puis les émetteurs, qui sont le plancher chauffant ou qui sont les radiateurs. Et quand vous avez un poêle, bah, l'émission se fait directement. Et puis après, des qualités de régulation plus ou moins maîtrisables. Je vous ai parlé du poêle de masse, vous n'avez aucune régulation possible. Vous mettez le bois, et si dans la journée il fait chaud, eh ben, le poêle de masse continuera à diffuser. Le poêle de granulé, vous pourrez l'arrêter. Donc voilà, le rendement du système global, c'est égal à son efficacité. Donc, je ne m'éternise pas là-dessus, mais si on ne prend pas tous ces facteurs-là, eh bien, on ne comprend pas ce que c'est l'efficacité d'un système de chauffage. Alors, la première chose que je vous ai dite, c'est de qualifier nos besoins, parce qu'on peut avoir des systèmes de chauffage qui sont surdimensionnés. Dans ce cas-là, on aura trop chaud et on aura investi dans un chauffage inutile, ou il peut être sous-dimensionné parce que notre isolation est insuffisante. Donc, on travaille d'abord sur les besoins de rénovation, rénovation performante. C'est une chose sur laquelle on radote beaucoup, mais c'est dans l'intérêt des usagers et de leurs factures à venir pour avoir des besoins les plus faibles possibles. Et on va caler à ce moment-là la puissance des appareils. Et sur une maison très bien isolée, un petit poêle à granulés peut suffire si on ne met pas une pompe à chaleur. Donc, on en a parlé, vous aviez pas mal de questions là-dessus sur comment récupérer la chaleur du bois. Donc, il y a 3 étapes importantes qui se produisent dans la combustion du bois. La première, c'est l'évaporation de l'eau. Et donc, si le bois est trop humide, eh bien, le bois va dépenser son énergie pour évacuer l'humidité, pas pour vous chauffer. Donc là, on perd la grande partie de la quantité d'énergie que possède le bois. Ensuite, la deuxième phase, alors ça se passe très vite, bien évidemment, il ne faut pas que ça s'éternise, c'est l'évaporation et la combustion des gaz. Donc, les gaz contenus dans ce bois, le méthane en fait partie, il y a de l'hydrogène,
Il y a des gaz qu'on ne souhaite pas voir, mais si on les brûle, c'est le formaldéhyde et autres. Si on arrive à des températures assez hautes rapidement, le bois est brûlé. Donc, le bois va commencer à s'enflammer à partir de 200, 250 degrés. Si on n'a pas la température suffisante, ça ne s'enflamme pas. Le bois peut s'enflammer tout seul. C'est pour ça que dans des forêts, s'il fait trop chaud avec une loupe, les brindilles s'enflamment assez vite. Donc, il faut qu'il y ait la chaleur suffisante et l'oxygène qui soit apporté. À ce moment-là, le bois s'enflamme. Et plus vite on apportera l'oxygène et plus vite on apportera de la chaleur, plus mieux sera la récupération de ces gaz pour les transformer en chaleur. C'est un effet en chaîne. Et ensuite vient ce que vous connaissez, la braise, c'est-à-dire le carbone. Les gaz se sont échappés, il n'y a plus de flamme. Voilà, les gaz se sont échappés en chaleur, si possible, sinon ils se sont échappés dans la cheminée en fumée. Une bonne combustion, c'est du CO2, pas autre chose. Malheureusement, c'est très difficile en bois-bûche d'avoir que du CO2. Et il nous reste donc ce carbone qu'il faut continuer à alimenter en oxygène. Ce qui vous permet d'en déduire que si vous fermez le tirage, eh ben, vous n'apportez pas l'oxygène, et donc la chaleur devient insuffisante, et donc les gaz ne peuvent pas s'enflammer, et donc le bois se consume en laissant s'échapper les gaz, un brûlé, polluant, et pour votre rendement, on va baisser en dessous de 50% de rendement, et donc c'est de la perte, c'est de l'argent qui part en fumée. Sur le granulé, vous n'avez pas à maîtriser cette combustion puisque c'est automatisé avec l'apport d'oxygène, le contrôle de la chaleur et le contrôle de granulé. Vous n'allez pas contrôler les bûches que vous avez mis dans le poêle, c'est pas possible. Une fois qu'elle est mise, elle est mise. D'où la grosse difficulté donc d'optimiser la combustion du bois bûche. Les particules émises ont un pouvoir calorifique qui peut servir à chauffer votre maison à condition d'être effectivement brûlée. Et pour ça, il faut obtenir une chaleur suffisante dans le foyer et de l'oxygène qui est apporté par l'air. Et là, de se dire ben, comment je maîtrise l'ouverture, le mieux c'est d'ouvrir. Parce que vous ne pouvez pas maîtriser. Après, vous pouvez regarder comment va la flamme. La meilleure flamme, c'est la flamme bleue. Donc, essayez d'avoir une flamme bleue. Et là, vous êtes dans la combustion parfaite. Mais de là à obtenir et de voir une flamme bleue, c'est très, très difficile. C'est quand on a obtenu une très grosse chaleur dans le foyer, on peut commencer à voir apparaître des flammes bleues, comme pour le gaz. Donc, vous avez alors l'émission de ces particules nuit à l'environnement et c'est de l'argent perdu pour votre porte-monnaie, je l'ai déjà dit. Et donc, vous avez les appareils à double combustion dont on a parlé tout à l'heure, il y avait une question. C'est que ces appareils donc, qui sont fabriqués pour faire entrer un air secondaire qui va brûler les gaz en partie supérieure. Et l'intérêt du poêle de masse, malgré on y reviendra si vous avez des questions là-dessus, c'est que comme les gaz vont faire un trajet important au sein du poêle, qui sont des poêles, ce sont des armoires, ces poêles-là, eh bien, on va pouvoir brûler également dans la double combustion. C'est-à-dire cette double combustion va se faire dans le poêle de masse, à condition qu'il soit très chaud. Parce que s'il n'est pas chaud, ça ne marche pas. Voilà, donc contrôler l'air entrant, la taille des bûches, parce que plus les bûches sont fendues, plus c'est facile d'extraire le gaz. C'est pour ça que des grosses bûches, on n'arrive jamais à vraiment les brûler ou les transformer en flammes, ils se consument. Donc, les fendre, d'avoir des petites bûches de 30 cm plutôt que des bûches de 50, donc maîtriser la taille des bûches, et l'évolution des étapes, comme je vous l'ai dit, l'allumage se fait alors par le haut. Pourquoi sauf indication contraire, donc ça, il faut lire le mode d'emploi de votre appareil. Pourquoi par le haut? On a l'habitude d'allumer, alors je passe un petit peu de temps là-dessus parce qu'on est sur le bois bûche. Historiquement, on met dans une cheminée ouverte, on met le bois en forme de tipi, hein, justement, pour chauffer par en dessous. Ce qui est logique, c'est-à-dire qu'on va créer un foyer fermé avec les bûches de façon à maintenir la chaleur
le plus vite possible et de faciliter la combustion du bois. Et donc, on allume par le dessous et on se sert du bois pour faire un foyer et maintenir la chaleur. Lorsqu'on est dans un appareil fermé, ça ne se passe pas du tout de la même façon, puisque l'appareil qui est fermé, lui, va maintenir la chaleur. Donc, ce qu'il faut, c'est que les gaz du bois qui vont apparaître en partie supérieure, eh bien, puissent se mettre à brûler le plus vite possible grâce à la chaleur atteinte. Donc, si vous commencez le feu comme une bougie par le haut, eh bien, vous chauffez la partie supérieure de votre foyer et le bois et la flamme va descendre progressivement comme une bougie. Et les gaz du bois qui s'échappent vont rencontrer cette partie du foyer qui est déjà chaude, qui a atteint déjà les 200 degrés, et va s'enflammer beaucoup plus rapidement que si vous commencez par le bas. D'où vous avez des vidéos, des tutos sur Internet qui vous montrent comment procéder pour allumer par le haut. C'est le petit bois qui se met par le haut et les grosses bûches qui se mettent progressivement vers le bas. Et donc, on arrive à un rendement meilleur, plus rapide, puisque comme dans une voiture, hein, quand le moteur est froid, on a un mauvais rendement, et quand le moteur est chaud, on a un rendement meilleur. C'est la même chose pour votre poêle, il faut qu'il soit le plus chaud possible et le plus rapidement possible. Donc, les appareils qui visent justement à cette meilleure combustion sont classés en 7 étoiles avec la caractéristique de la flamme verte et des caractéristiques d'émission également qui sont nommées. Et donc, si le fabricant peut démontrer que les émissions de particules de CO2 euh, sont inférieures à la réglementation, eh bien, il est considéré comme un appareil performant et peut bénéficier des aides. Et pour finir, l'entretien d'un appareil à bois. Un appareil à bois, c'est extrêmement corrosif, c'est encrassant, plus que le gaz, qui est un combustible propre, alors fossile, bien sûr, mais propre. Le bois ne l'est pas. C'est pas un combustible propre. Faut pas dire de mensonge. C'est pas parce qu'il est renouvelable qu'il est propre. Ça nécessite donc un entretien régulier. D'abord pour votre sécurité, parce que une cheminée qui est encrassée, c'est le risque d'un feu de cheminée. C'est peut aussi des retours de fumée. Donc ça, c'est pas agréable. Donc, un descendrage régulier, hein, c'est la cendre qu'il faut évacuer, qui peut servir pour le jardin ou d'autres usages. Le ramonage 2 fois par an, un nettoyage complet en hiver pour pouvoir redémarrer la saison suivante. Pour votre sécurité, il existe des poêles étanches, c'est-à-dire des prises d'air à l'extérieur qui évitent de consumer l'oxygène de l'intérieur de la maison et de créer des courants d'air plus importants que pourrait le faire une ventilation. D'où l'intérêt aussi d'éviter d'avoir des retours de fumée. Voilà, ça, c'est la particularité des poêles étanches. J'ai Ce qu'on peut rajouter là sur sur la diapo là, tu peux la remettre. C'est que d'abord bon les histoires de bûches de ramonage, ça c'est pas efficace, donc ça fait pas partie des 2 ramonages qu'il faut faire par an, dont un en saison de chauffe. Et là clairement on voit bien vu la quantité de suie que le ramonage n'avait pas été effectué dans les temps. Et la petite galette qu'on voit sur la droite, c'est une galette de suie qui a brûlé en fait dans la cheminée. Ça témoigne d'un feu de cheminée. Donc voilà, être très vigilant, sachant qu'il y a des ramoneurs qui font l'effort de monter sur le toit, que voilà, c'est plus efficace de monter aussi sur le toit, de ne pas faire le ramonage que par en bas. Et ça permet aussi de voir s'il y a des éléments qui sont dégradés au niveau des éléments terminaux et s'il y a des soucis éventuels d'étanchéité. On va passer à la suite. Alors, la suite, eh bien, ce qui vous intéresse aussi, c'est les aides à l'installation.
Donc, sur la partie du Rhône, il y a ce qu'on appelle les écopasses, c'est-à-dire en fonction des travaux que vous allez faire, vous allez cumuler des points et donc les appareils de chauffage au bois vont être intégrés à ces points. Alors, si c'est juste pour installer un appareil, il n'y aura pas forcément d'aide, mais si vous cumulez des travaux d'isolation de logement plus un appareil au bois, vous pouvez atteindre des points suffisants pour obtenir une aide locale, sachant qu'il y a des aides nationales et des certificats d'économie d'énergie. Donc, peut-être que vous connaissez déjà ces deux modes d'aide. L'aide nationale, c'est la MaPrimeRénov', qui est une subvention égalitaire pour tous en fonction des critères des revenus et des travaux. Et ensuite, vous avez les certificats d'économie d'énergie qu'on peut considérer comme n'étant pas une subvention, mais comme une prime qui va varier en fonction du marché, puisque là, on a des opérateurs énergétiques qui vont vous acheter vos économies d'énergie via votre facture, parce qu'on les appelle des obligés. Ils ont des économies de gaz à effet de serre, et donc ils considèrent vos économies d'énergie comme des potentiels à acheter et vous allez avoir des propositions différentes d'un opérateur à l'autre. Donc, pour bien comprendre, ce n'est pas une subvention, c'est une prime qui répond à un marché, un commerce. Et donc, on vous invite d'aller vers ces opérateurs qui sont certains intéressés, d'autres pas, par l'installation d'un appareil au bois. Et puis l'aide nationale, qui est MaPrimeRénov', qui là s'adresse à tout le monde en fonction des revenus. Et puis les aides locales dont je vous ai parlé. Alors, avant de passer à la métropole qui a une aide spécifique, sur le Rhône, il y a 3 communautés de communes qui donnent une aide au chauffage au bois spécifique, sans autres travaux. C'est la communauté de communes du Pays d'Ozon, de l'Est lyonnais et de Vienne-Condrieu. Voilà, donc les communautés de communes qui sont tout à fait au sud. Je te laisse après pour expliquer l'aide de la prime bois de la métropole, puisque vous avez interdit le chauffage au bois ouvert, en cheminée. Voilà, donc cette aide, elle a été mise en place il y a à peu près 5 ans. Et en gros, on a suivi ce qui se faisait déjà sur des endroits où il y avait déjà des problèmes de particules, comme sur l'agglomération grenobloise, la vallée de l'Arve. Et donc, il y a une aide qui a été versée, alors pas pour de l'installation, pas pour du neuf, mais pour du remplacement de vieux chauffages au bois. Donc, cette aide, dans un premier temps, elle était de 500 euros pour tout le monde, 1000 euros pour les ménages modestes. Elle a été revalorisée pour augmenter le nombre de dossiers. Aujourd'hui, l'aide est de 1000 euros pour tout le monde et elle peut aller jusqu'à 3000 euros pour les ménages modestes et très modestes. Donc, elle se cumule avec les autres dispositifs que tu as présentés. L'objectif était de remplacer 3200 systèmes anciens par des appareils à haut rendement. Aujourd'hui, on doit en être à 98% ou 99% de l'objectif. Donc, en gros, normalement, d'ici la fin de l'année, l'objectif sera rempli. Donc, pour toucher cette aide, il faut habiter l'une des 59 communes de la métropole de Lyon. Il faut habiter en résidence principale achevée depuis plus de 2 ans. Il faut remplacer un chauffage, donc un foyer fermé ou un insert d'avant 2002. Il faut qu'on s'engage à faire détruire son ancien système de chauffage au bois. Donc ça, c'est un engagement sur l'honneur avec des photos de l'ancien système. Et il faut qu'on installe un appareil donc, qui soit labellisé flamme verte ou équivalent et qui soit installé par un professionnel RGE, donc reconnu garant de l'environnement. Alors, les primes, hein, en 2018, il y en a eu 255, en 2019, 367, etc. On est monté jusqu'à plus de 800 primes en 2022. Donc, plus de 2 500 000 euros d'aides qui ont été versées et donc 15% pour les ménages modestes. Ce qui est important, c'est aussi de voir la facture moyenne. Aujourd'hui, la facture moyenne donc pour un poêle à bûche, elle est de 4 900 euros. Elle est de 5 100 euros pour un poêle à granulés et elle est de 6 300
pour un insert. Euh, voilà, avec une augmentation en 5 ans. Alors bon, c'est peut-être un peu plus cher sur la métropole que sur le reste du Rhône. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi ce que les gens ont fait. C'est-à-dire qu'il y a 634 personnes qui avaient des foyers ouverts qui sont passées à un foyer fermé. Il y a 267 personnes qui sont passées d'un foyer fermé pas très performant à un foyer fermé très performant. Tu peux remettre là la suivante. Il y a presque 1000 personnes qui sont passées d'un foyer fermé à un poêle. Donc voilà, bon, différents choix possibles. Donc les gens qui étaient du principal, chauffage bois principal, qui sont restés en chauffage bois principal, donc 56%. Ceux qui sont restés de l'appoint vers l'appoint, 32%, mais on a quand même 11% qui sont passés de chauffage d'appoint vers un chauffage principal. Et je vais vous faire un retour d'expérience, donc, puisque j'ai touché cette prime-là il y a 5 ans, donc au démarrage. Donc j'avais un insert bois pas très performant tel qu'on peut trouver chez beaucoup de personnes, donc avec les briquettes, la grosse poutre en bois. Et effectivement, bah, j'avais chaud à 1 mètre et j'étais obligé de me chauffer à l'électrique. Donc c'était une maison toute électrique. Et effectivement, bah, je ressentais un inconfort thermique et le coût de l'énergie, de l'électricité était relativement important. Et puis, bah, quand à l'agence, on a commencé à sensibiliser autour de la primaire bois, bah, ça m'a permis de rencontrer des professionnels et effectivement de faire des devis. Pour économiser de l'argent, j'ai fait le choix de démonter l'ancien système moi-même, parce que défaire, je peux encore y arriver, refaire aux normes, j'en suis complètement incapable. Donc, bah, quelques coups de masse dans le placo, ensuite, bah, enlever déshabiller tout ce qui était briquettes, poutres, etc. L'insert, bon, il devait peser pas loin de 250 kilos, donc on a réussi à le sortir et après j'ai disqué quelques éléments pour gagner un peu de poids. Et puis, plutôt que de le virer en déchetterie, je l'ai emmené chez un ferrailleur, ce qui m'a permis de récupérer la somme fabuleuse de 20,60 € prix du métal et de le remplacer donc par le système que vous avez sur la photo précédente. Tu peux peut-être remontrer la diapo là. Donc de remplacer par un poêle relativement classique en matière de visuel, moins classique par son combustible, puisque au lieu de choisir granulé ou bûche, moi j'ai fait le choix de prendre un poêle mixte, donc de pouvoir avoir les deux options, ce qui est, euh, ce qui est relativement intéressant, notamment quand le granulé a fortement augmenté. Bon, là j'avais mis les coûts à l'époque, donc en fait avec le poêle en lui-même coûtait à peu près 3 000 €, mais bon après derrière il fallait remplacer l'élément terminal de la cheminée, il fallait refaire évidemment quand un tubage, refaire un raccordement, créer une arrivée d'air extérieur. Donc voilà, en tout, il y avait à peu près un devis complet de 6 500 €. J'ai ramené à 5 500 en démontant l'ancien système moi-même. J'avais touché à l'époque 500 € de la prime de la métropole. Bon, elle a augmenté depuis. Un crédit d'impôt de 1 000 €. Bon, aujourd'hui, c'est plus les crédits d'impôt, c'est ma prime rénov'. Donc voilà, être déduite un coût à peu près 4 000 €. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que dans les années qui ont suivi, j'ai vraiment peu dépensé au niveau de l'énergie, puisque j'étais les premières années à peu près 25-30 sacs de granulés dans la saison et puis à peu près un 2 stères de bûches. J'ai légèrement augmenté avec le télétravail, notamment avec le Covid et le fait qu'on travaille en télétravail peut-être un peu plus maintenant. Mais en tout cas, voilà, un système intéressant. Le fait d'avoir un système mixte permet de démarrer à distance le poêle, puisqu'aujourd'hui, on a un système avec application sur smartphone qui permettent de démarrer à distance, ce qui m'oblige, on va dire, quand il fait très froid, à laisser la box allumée, parce que sinon, quand je ne suis pas chez moi, je coupe ma box pour les économies d'énergie. Et le granulé permet de monter vite en température. La bûche, elle, permet de stabiliser le soir, le week-end, et tout en payant le kilowattheure moins cher. Donc voilà pourquoi j'ai fait ce choix. Ce qui est en tout cas intéressant, c'est de voir qu'aujourd'hui, en termes visuels, vous avez des possibilités vraiment très, très variables au niveau des appareils de chauffage au bois et que ça devient vraiment des appareils esthétiques qui participent aussi à la décoration de chez vous. Donc voilà, c'est quelque chose, il y a vraiment des options très, très variées. Et donc, on a prévu une deuxième session de questions-réponses. Donc, je vais déjà prendre un certain nombre de questions qu'on n'avait pas pu traiter
et qui sont arrivés et clairement, on aura sans doute du mal à traiter toutes les questions. Donc, on va essayer, Thierry, d'y répondre rapidement. Quelqu'un nous dit qu'il existe des poêles à granulés qui fonctionnent sans électricité. Est-ce qu'on a un avis sur cette technologie? Alors, nous, la vie, c'est un petit peu difficile de faire l'état des lieux de chaque appareil. Vous avez des enquêtes qui sont réalisées par les associations de consommateurs. Le principe, c'est que le granulé va tomber d'une façon par son propre point. Et donc, vous avez une régulation qui est forcément moins performante que si c'était automatisé, hein. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'automatisation qui permet de régler à la fois l'arrivée du combustible, la chaleur et l'oxygène. Donc, si c'est par gravité, voilà, cherchez le mot, si c'est par gravité, ça marche, mais la régulation est moins bonne, c'est évident. Voilà, on va perdre un petit peu de l'intérêt du granulé, qui est notamment du fait qu'on peut le démarrer à distance. Tout à fait. Hmm. Sur un silo textile, est-ce qu'il y a de l'entretien à prévoir? Donc là, on va être plutôt sur des chaudières à bois granulé. L'entretien, non, pas plus que lorsque, non, vous n'avez pas un entretien spécifique sur le silo en textile. Après, il y a peut-être des, bon, il faudra suivre les conseils du fabricant, mais je ne connais pas un entretien sur le stockage du granulé. Alors, on nous demande si les poêles mixtes sont aussi performants que les poêles monocombustibles. Alors, un tout petit peu moins, puisqu'on va dire que c'est un optimum. On essaye de trouver on va dire un mix. Donc, on est légèrement moins, mais ça se joue à quelques pourcents. Et, euh, et on va dire qu'une partie du rendement est aussi liée au bon usage, et notamment à ce que Thierry a abordé tout à l'heure. Donc, voilà, moi, je crois que le poêle que j'ai acheté doit être donné à 80% en bûche et à 85 en granulé, quelque chose comme ça. Enfin, voilà, on peut être Oui, légèrement moins il y a performant. des améliorations beaucoup qui ont été faites hein, Ouais. sur les poêles mixtes. Il y a un dossier là qui est paru dans la maison écologique sur le sujet. Voilà. Après, chaque fabricant a ses spécificités, hein. Alors, pour tac, 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 on nous demande donc pour les prises d'air à l'extérieur sur les toilettes, est-ce que c'est possible d'avoir cette prise dans le conduit de cheminée? Alors, j'ai pas entendu. Pour les prises d'air frais à l'extérieur, pour les toilettes, est-ce que c'est possible d'avoir cette prise dans le conduit de cheminée? Euh, Pour je, quelqu'un, je, pour je quelqu'un t'entends par exemple. plus. Tu m'entends ou pas? Oui, là, oui, mais tu n'étais plus en face du micro. Voilà, c'est en gros pour quelqu'un qui aurait un poêle en plein centre de la maison, c'est-à-dire pas proche d'un mur. Est-ce qu'il est possible d'avoir une prise d'air extérieur dans le conduit de la cheminée? Ah, ça voudrait dire que alors, j'ai entendu ce genre de truc. En principe, la prise d'air va se faire, si vous n'avez pas un mur, ça va se faire par le sous-sol. Que ça se fasse par le conduit de cheminée, j'avoue, je ne peux pas vous répondre là. Ça voudrait il y a un double passage, un passage pour la fumée et un passage pour que l'air puisse descendre. Ouais. Physiquement, c'est pas simple. Ouais, moi j'en ai pas, en tout cas, j'en ai pas entendu parler. Ça veut pas dire que ça n'existe pas, mais Non, c'est mais vrai que bon, en physiquement, plus, c'est il faut avoir un sous-sol pour les gens qui vivent ouais. dans cette Mais vous optique. comprenez que physiquement, c'est pas simple parce que faire descendre de l'air alors que l'air est chaud et qu'il monte, Ouais. va falloir l'aspirer, quoi. Et voilà, physiquement, ça semble complexe. C'est préférable d'avoir l'entrée d'air le plus proche possible du poêle via l'arrière du poêle ou via le sous-sol. Après, l'air extérieur, lui, il serait plus froid, donc il descendrait peut-être mieux. Mais bon, le problème, c'est quand même. Oui, mais il est réchauffé. Il est Ouais, ouais, réchauffé. tout à fait. Alors, est-ce que la réglementation, elle précise quelque chose pour le ramonage, s'il doit se faire par le haut ou par le foyer? Euh, À mon avis, c'est pas précisé, vu qu'il y a des ramoneurs qui ne ramonent que par en bas et que ça passe. c'est des questions sur lesquelles qui sont intéressantes, qui sont très précises. On regardera. Ouais, pour l'instant, c'est pas encore imposé. Tac, 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 alors,
Je ne sais plus si on avait répondu à celle-là. On nous demandait. Alors, attends. Est-ce que, par exemple, on pourrait être soumis à des réglementations européennes sur le chauffage bois? Bah, s'il y avait des obligations européennes, de toute façon, il faudrait qu'elles soient retranscrites dans le droit national. Donc, pour l'instant, c'est les règles nationales qui s'appliquent, hein. Ouais. Alors, tac, Vous tac. voulez dire de nouvelles règles qui seraient en prévision? Pour l'instant, non. Ce dont on entend parler, c'est la pollution des villes, effectivement, qui doit donc d'où toutes les mesures aujourd'hui pour réduire la pollution dans la métropole de Lyon ou dans la métropole parisienne, puisqu'on est au-delà des seuils maximum autorisés par la réglementation européenne. Alors, quelqu'un qui nous dit qu'on a pas mal parlé des particules, mais qu'en est-il des NOx? Est-ce Oui, que, alors, je bon, ne sais plus du coup, sur la diapo sur flamme verte, est-ce que ça fait partie des paramètres mesurés? euh, est-ce que ça fait partie des paramètres Si, mesurés? il doit y avoir au moins je sais pas, enfin, est-ce qu'il y a le monoxyde, dioxyde d'azote? Est-ce que ça fait partie je sais pas si tu arrives à revenir sur la diapo flamme verte. Je la cherche. De toute façon, comme ils font régulièrement évoluer la réglementation, on va de toute façon vers du plus en plus performant. Donc là, on a quoi? On a le rendement, on a le Euh, monoxyde de carbone, On a on a le, on n'a pas forcément l'inox là-dessus. je crois que c'est je regarde sur les obligations par rapport aux critères des appareils. Monoxyde de carbone, composés organiques volatiles, oxyde d'azote. On a oxyde d'azote hein, dans les chaudières à granulés, on a des oxydes d'azote inférieurs à 200 mg par nanomètre cube. Et dans les systèmes indépendants, Alors, je te propose, comme là, on va devoir terminer le webinaire parce qu'on est au niveau du temps, là, on atteint 1 heure et quart. Une dernière question, Thierry, est-ce que tu m'entends là? oui, je t'entends. Alors, pour quelqu'un qui aurait une chaudière à granulés, est-ce que la pièce dans laquelle se situe la chaudière à granulés doit être ventilée? Et est-ce que les eaux de condensation peuvent être rejetées dans l'assainissement individuel sans traitement? Alors, oui, parce que c'est de l'eau, hein. Après, il y a très peu de condensation dans le granulé, puisqu'il est quasiment sec. Hmm. Mais d'une façon générale, une chaufferie, elle doit être ventilée, bien sûr. Sinon, il n'y a pas d'apport d'oxygène pour la chaudière. Donc, il y avait plusieurs questions, hein. Il y avait, est-ce que ça doit être ventilé? Oui, il faut de l'apport d'oxygène pour une chaufferie. Et ensuite, si cette chaudière est à condensation, donc va créer du condensat, bah, c'est de l'eau, hein. Donc c'est évacué dans le système classique. Ouais. Et allez, une dernière question pour la route. Quelqu'un qui nous demande comment savoir si un insert bois déjà installé depuis plusieurs années peut accepter des granulés de bois. Si je ne m'abuse, les inserts qui brûlent du granulé sont des inserts spécifiques granulés de bois, non? Oui, ça n'a aucun intérêt de mettre du granulé dans un appareil à bûche qui n'aurait pas été ce qu'on appelle un appareil mixte qui est conçu pour les deux. Et qui, en général, il y a deux chambres de combustion différentes, hein, parce que c'est pas la même façon de brûler. Vous avez compris que dans un foyer à bûche, il faut atteindre une température très rapide et vous ne pouvez pas maîtriser la combustion. L'intérêt du granulé, c'est de maîtriser la combustion. Donc, les foyers ne peuvent pas être conçus de la même façon. Sur le tien, il y a deux foyers différents ou c'est le même foyer, Sylvain? Moi, c'est le même. Mais là, la question, c'était plus pour quelqu'un qui aurait un insert bûche classique.
En gros, est-ce qu'il pourrait mettre du granulé de bois? Il faut qu'on rajoute quelque chose pour adapter à la condition du granulé de bois. Pas De juste- toute façon, je t'entends plus, il y a une baisse de son. En gros, on ne va pas juste balancer le granulé dans un insert bois-bûche qui n'a pas été prévu pour ça. En gros, si c'est Bah, ça la. c'est de la perte, ça va brûler très vite, hein, ça va bien brûler, hein, c'est sûr. C'est comme si vous mettez de la cagette, mais est-ce qu'il y a Mm. vraiment un intérêt d'acheter du bois plus cher alors que vous achetez une bûche qui a quand même un coût bien moindre que le granulé? Et l'intérêt du granulé, c'est pouvoir maîtriser sa combustion et sa régulation. Ouais, ouais. Mais effectivement, en tout cas, il y a des inserts spécifiques au granulé qu'on peut installer. Alors moi, je te propose d'aller vers la fin pour montrer nos coordonnées puis la documentation Tout à fait. complémentaire que les gens peuvent éventuellement télécharger sur le site de l'ADEME. Donc, je te laisse Tout à fait. passer les diapos, Thierry, s'il te plaît. Donc, on va revenir à la fin. Hop. Hop, donc ça, c'est nos coordonnées. Il y a un seul numéro. Donc, si vous voulez aller plus loin, l'idéal, c'est de prendre rendez-vous avec un de nos conseillers, en tout cas téléphoner. Il y a des collègues qui peuvent vous répondre tous les jours par téléphone, voire vous recevoir en rendez-vous pour des projets précis. Donc là, bah, ça sera selon si vous êtes sur la métropole ou sur le reste du département du Rhône. Et puis, la diapo sur les guides ADEME. Donc, on a des guides ADEME qui se téléchargent en ligne. Et du coup, vous avez ben, un guide très récent, là, le bois, une énergie renouvelable, adopter le chauffage au bois, comment bien se chauffer au bois. Ça reprend pas mal de conseils. Et Et donc, sur les oxydes d'azote, hein, je confirme, c'est bien pris en compte dans les appareils indépendants au bois et qui doit être inférieur à 200 milligrammes. et ben, merci beaucoup. Et ce sera quasiment le mot de la fin. En tout cas, on vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. On se retrouve à la rentrée. On démarrera certainement l'année comme les précédentes par un webinaire sur les aides financières, puisqu'il y a des changements généralement en début d'année et ça peut être l'occasion justement de présenter les nouveautés en matière de financement, de rénovation énergétique et d'installation d'énergie renouvelable. En tout cas, on vous souhaite une très bonne soirée. Merci Euh, Thierry. au bord du feu avec des chaussettes, comme on voit la dernière diapo. Exactement, le feu, on ne le voit pas, mais il est là-bas. Bonne soirée à tout le monde et à Allez, très bientôt. bonsoir. Au revoir.